On n'est pas maître de ce que le public choisit, de ce que le public aime. La musique, c'est pas des maths. Quelle est la place, parce que je vois que vous remerciez beaucoup Dieu, quelle est la place de la religion dans votre carrière ou dans votre vie même? Avant, je n'étais pas Dieu. Hein. Ouais. Ah ouais, quand j'avais 14 ans, je n'étais pas Dieu. Moi, je pensais qu'il y a quelqu'un qui voulait me frapper un jour parce que j'ai dit Dieu n'existait pas. Mais je pense vous avez cette philosophie-là avant? Avant, ouais, parce que tu avais reçu plein de coups. Moi, tu poses la question, Ouais. mais si Dieu existe, pourquoi est-ce que moi je vis tout ça? Quand tu fais une chanson ou quand tu écris ou même quand tu chantes et tout, la plupart du temps, il y a un petit brin. Tu te dis, c'est pas toujours bon. Tu te dis, c'est pas toujours arrivé. Alors, vous n'êtes pas satisfait totalement de vos textes? C'est pas moi seul, mais je pense que beaucoup d'artistes comme moi Ok. ont cette sensation-là. Quand je me mets à écrire, je pense toujours à une formule que j'ai appris depuis le primaire, c'est introduction, développement et conclusion. Qu'est-ce qui vous booste quand vous vous levez chaque jour de votre lit? L'envie de mieux faire que la personne que je t'ai dit. Si on vous enferme pendant 1 an avec une seule de vos chansons à écouter, quelle choisirez-vous? Alors, bonjour les amis, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous suivez ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce podcast. Alors, aujourd'hui, nous allons pas faire durer le suspense. Nous avons le plaisir de recevoir ici, donc, pour vous, Smarty. Bonsoir Smarty. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. En pleine forme, ça va. Ah, Dieu merci. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Nous sommes contents de vous recevoir ici. Alors, nous allons discuter et vraiment, ça sera des moments fluides d'échange. Okay. Artiste engagé, rappeur d'exception, figure incontournable du hip-hop africain. Il ne fait pas que rapper, il transmet, il inspire, il réveille des consciences. De Yélène à une carrière solo remarquable, son parcours a marqué des millions de personnes à travers l'Afrique et bien au-delà. Derrière les mots, il y a une vision. Derrière la musique, il y a un homme. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Smarty. Je vais refaire un peu le parcours de Smarty. Smarty, c'est un Ivoiro-Burkinabé qui a grandi, donc qui est né d'abord en Côte d'Ivoire et ensuite qui a donc migré vers le Burkina Faso, et ce à l'âge de 14 ans. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est quand vous repensez au jeune garçon que vous étiez à 14 ans, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Merci déjà pour l'invitation. Je vous en prie. La première des choses, c'est que non, Smarty est burkinabé. Oui. Totalement 100%? Non, ma mère est ivoirienne, mon père est burkinabé, mais bon. Vous vous définissez final, à 100%? Oui, à 100% burkinabé parce que, voilà, je pense que c'est des... Je sais pas que je regarde pas ma mère, j'aime beaucoup ma mère, j'aime beaucoup mon père. De toute façon, j'ai une forte influence des deux pays, mais je suis burkinabé. Et voilà, le Burkina m'a donné beaucoup, le Burkina a fait de moi ce que je suis. Okay. Donc c'est un mélange des deux, mais honnêtement, ma carrière, Smarty, tout ça, ça naît au Burkina, je l'ai construit. Et grâce à l'apport des hommes du Burkina Faso, du peuple burkinabé, donc je suis reconnaissant et chaque jour je me bats pour défendre l'étendard du Burkina et du Burkinabé que je suis. Ok. Voilà. Donc la question c'était quand vous le pensez aujourd'hui aux jeunes, donc à 14 ans, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Beaucoup de joie. Okay. Parce que je pense que mon histoire n'est pas différente de beaucoup d'enfants africains. On vit presque souvent la même chose. Parce que peut-être avec les difficultés politiques, sociales, donc forcément on grandit dans peut-être le même environnement. En tout cas, je dirais à 70%. Donc quand je repense à la personne que j'étais avant et celle que je suis devenue aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ça aurait pu se finir mal. Parce que quand tu es un enfant qui abandonne l'école très tôt, je n'abandonne pas parce que je veux, pas par choix, mais parce qu'à un moment, les parents n'ont pas les moyens de nous permettre de continuer. Tu t'es dit que ça peut virer, soit ça devient soit le gosse de rue qui est dans des trucs assez bizarres, qui au final rate sa vie, ou soit tu transformes cela en une expérience positive et tu essaies de partager ton expérience avec les gens. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé.
en faisant le choix de faire la musique après avoir été boy, commerçant, parker. Et après, tu finis par être artiste. Je pense que c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. Parce que quand je deviens artiste, c'est parce que j'ai des choses à dire, c'est parce que je traverse des moments assez difficiles. Et le choix de faire le rap est venu simplement parce que j'ai vu un groupe de rap ivoirien, les MAM sur scène. C'est comme ça que j'ai décidé d'être rappeur. Peut-être que si j'avais vu Tiken Jah Fakoly ou Alpha Blondy en direct en ce moment-là sur scène, j'allais choisir de faire le reggae. Mais bon, voilà, c'est pour dire que c'est que du positif parce que ça aurait pu mal se passer. Ok. Et là, vous décidez de... Bon, vous avez quitté l'école malheureusement, ou on dira heureusement. Mais est-ce que vous avez pris ça comme étant une injustice de la vie, ou pour vous, ça a été une rage de pouvoir vraiment continuer la vie malgré le fait que vous n'avez pas continué l'école? Non, c'est pas j'ai pas pris ça comme une injustice de la vie, parce que j'étais petit, moi je comprenais pas. Parce que je dépendais de mes parents en fait. Donc c'est vrai qu'après il y a l'énervement, il y a l'incompréhension, il y a la colère parce que tu comprends pas, tu es au Burkina, tes parents sont en Côte d'Ivoire, ton père il est en Côte d'Ivoire, il te promet de te mettre à l'école, ça se passe pas comme ça. Tu n'as pas toutes les informations parce qu'à cette période il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas entrer en contact, c'était compliqué, on passait par les lettres à la poste. Et voilà, tu écrivais une lettre, tu essayais de comprendre, tu attendais la réponse. Et voilà, quand ça venait pas, je pense que nos parents souvent se taisaient par dignité. Tu vois, après que j'ai su qu'il avait perdu son boulot, qu'il avait été compressé, c'est pas des choses qu'on raconte à son enfant qui a peut-être 14-15 ans. Donc après, moi étant père aujourd'hui, je comprends dans quelle situation il était. Et donc après, quand je l'ai su, j'ai compris. Mais je ne l'ai pas pris comme une injustice de la vie parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas eu ce parcours-là, j'aurais pas été artiste, je n'aurais pas connu tout ce que j'ai connu. Donc au final, ma philosophie, c'est que toutes les difficultés nous préparent à quelque chose de meilleur demain. En tout cas, c'est comme ça que je prends la vie. Mais dans mes souvenirs, c'est vrai qu'à un moment, j'en ai voulu à mes parents pour tout ce qui s'est passé. Mais non, je n'ai pas pris ça comme une injustice de la vie. Je n'ai pas pris ça comme une affaire vraiment personnelle. Voilà. Ok, donc ce que vous avez eu à vivre, donc à construire en fait l'artiste que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est une question. Est-ce que ce que vous avez eu à vivre, toute cette souffrance-là, vous a forgé aujourd'hui de telle sorte à être le smarty que vous êtes aujourd'hui? Pas que cette souffrance-là, mais toutes les souffrances de la vie. Parce que toutes les étapes de la vie, malheureusement, je t'ai dit, les échecs nous préparent à des succès. Mais malheureusement, on ne parle pas trop de nos échecs. On parle plus de ce qu'on a gagné. Pourtant, c'est ce qu'on a perdu qui nous permet de pouvoir conserver le peu qu'on gagne et d'en connaître vraiment la valeur. Tu vois, cette étape, à 14 ans, c'était juste une étape. Mais après, il y a eu beaucoup de choses aussi. Je suis tombé plusieurs fois, je me suis relevé plusieurs fois. Donc, je pense que chaque expérience, tant que tu n'es pas mort, en tout cas, tu es appelé toujours à un éternel recommencement. Ce que j'appelle éternel recommencement, c'est que chaque jour, si tu as des projets, tu as des ambitions, c'est des risques que tu prends. Et chaque risque va avec son échec et ses succès. Donc, la vie est un éternel apprentissage. Donc, je ne fais pas une fixation sur mon passé, mais je pense que chaque année, chaque étape de ma vie est une école, chaque étape de notre vie est une école. Et au final, c'est ce qui nous forge et qui, après, nous permet de parler avec, aux plus jeunes avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de recul. Parce qu'on aura pris des coups, on aura connu des moments forts, des moments difficiles, des moments heureux, des moments tendus, des moments moins tendus. C'est ça qui fait la vie, c'est ça qui fait un homme. Ok. Là, on va vous manier très bien le français dans vos textes aussi. Vos textes sont très profonds. Comment ça se fait que vous avez abandonné l'école ou voilà, vous n'avez pas pu continuer les études, mais aujourd'hui, vous maniez très bien le français? Merci pour ce détail. Moi, en tout cas, je fais mon art sans me concentrer sur le fait que je manie vraiment bien le français. Je pense que là, par définition, peut-être que je parle pour tous les artistes, certains qui me regardent seront d'accord avec moi. Quand tu fais une chanson ou quand tu écris ou même quand tu chantes et tout, la plupart du temps, il y a un petit brin. Tu te dis, c'est pas toujours bon. Tu te dis, c'est pas toujours arrivé. Vous n'êtes pas satisfait totalement de vos textes? C'est toujours, c'est pas moi seul, mais je pense que beaucoup d'artistes comme moi ont cette sensation-là. Pourquoi j'arrive à écrire,
C'est dû simplement au fait que peut-être lorsque j'arrive plus à aller à l'école, je continue quand même à fréquenter les bibliothèques. Il n'y avait pas de sous pour se payer les livres, mais tu pouvais quand même aller à la bibliothèque du Centre culturel français, aller au Centre culturel américain, essayer de lire des bouquins. Tu lisais ces bouquins et puis après tu déposais. Tu partais, tu revenais, tu continuais, tu déposais. Souvent tu arrivais, il y a quelqu'un d'autre qui avait le même bouquin, il était dessus. Tu étais obligé d'attendre qu'il finisse parce que tu veux continuer le chapitre par lequel tu t'étais arrêté. Et je m'intéressais à tout en fait, je m'intéressais à la lecture. Et puis je rends grâce à Dieu. Quand je me mets à écrire, je pense toujours à une formule que j'ai appris depuis le primaire, c'est en expression écrite, c'est comment on appelle, introduction, développement et conclusion. Voilà, c'est une des bases, voilà les bases sur lesquelles donc ça veut dire que rien ne se perd en fait. Après, l'inspiration, la façon dont tu écris, c'est difficile de définir comment est-ce que tu trouves ça. Ça, il faut demander à Dieu et surtout lui rendre grâce à chaque fois. Parce que l'inspiration, c'est quelque chose qui est indéfinissable. Tu vois, on peut traiter du thème. 10 artistes peuvent traiter du même thème, mais peut-être tu vas voir qu'il y a un seul qui va toucher le cœur des gens. C'est en ça où intervient la magie de l'inspiration. Et ça, je remercie Dieu pour le fait qu'il me donne souvent la chance d'être disposé à avoir ce type de texte qui puisse toucher les personnes qui me suivent. Quelle est la place, parce que je vois que vous remerciez beaucoup Dieu, quelle est la place de la religion dans votre carrière ou dans votre vie même? Avant, je n'étais pas Dieu. Hein. Ah ouais, quand j'avais 14 ans, je n'étais pas Dieu. Moi, je pensais qu'il y a quelqu'un qui voulait me frapper un jour parce que j'ai dit Dieu n'existait pas. Mais je pense vous avez cette philosophie-là avant? Avant, ouais, parce que tu avais reçu plein de coups. Moi, tu poses la question, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce que moi je vis tout ça? Mais avec le temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne t'abandonne pas, parce que même quand toi tu dis ça, il est toujours avec toi, il t'accompagne. Parce que je sais par quel moment je suis passé. Et après, j'ai commencé véritablement, c'est quand tu n'as pas papa à côté, quand tu n'as pas maman à côté, et quand autour de toi, c'est compliqué aussi au niveau des rapports avec la famille, à un moment, tu te dis, bon, écoute, il y a quand même un Dieu qui est là, peut-être qu'il va agir, afin qu'il y ait beaucoup. Et puis bon, j'ai senti aussi beaucoup la présence et l'amour de ma grand-mère. Ça, c'était important. Et en elle, je voyais aussi ça. Elle partait, elle priait tout le temps, elle était tout le temps en train d'écouter les prêches à la radio et tout et tout. Et au fil du temps, il y a des choses qui t'arrivent forcément, tu te dis que c'est pas parce que tu es fort. C'est parce qu'il y a un Dieu. Et après, je décide d'aller vraiment vers lui. Et voilà. C'est comme ça que je le découvre. Mais je pense que la meilleure manière de l'aimer, c'est véritablement de le faire de façon effacée. Voilà. Il y a des moments où je fais des témoignages, mais non. Ok. Est-ce que Smart a eu des mentors ou vraiment vous vous êtes réalisé tout seul? Est-ce qu'il y a eu des personnes des mentors, que vous avez... Tu peux pas te réaliser. En tout cas, moi, je peux pas parler pour tout le monde, mais je peux pas me réaliser seul. Ok. Il a fallu aussi, la deuxième question que je voulais poser, c'est quelle est la place en fait des mentors, peut-être dans la vie et dans votre vie, ou peut-être est-ce que c'est important aussi d'avoir des mentors? Tu peux pas te réaliser tout seul. Ok. C'est pas possible. Parce que même quand tu es bébé, quand tu nais, tu sors, mais c'est des gens qui s'occupent de toi jusqu'à ce que tu grandisses. Non, j'ai eu des mentors, j'ai eu des personnes qui m'ont conseillé, des personnes qui m'ont dit fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il y a eu des gens qui m'ont accompagné durant toute ma carrière. Quand tu arrives, il faut que des gens croient en toi, il faut qu'ils mettent de l'argent sur toi, il faut qu'ils t'aident, il faut qu'ils t'expliquent comment est-ce que ça fonctionne, il faut qu'ils t'accompagnent. Comme un enfant en fait. Tu fais tes premiers pas, tu comprends des choses, après tu marches tout seul. Oui, j'ai eu des mentors, des personnes qui m'ont aidé, qui nous ont aidés, parce que quand je dis ma carrière véritable, elle commence à partir de Yélène. Il y a eu beaucoup de gens, des personnes. Oui, avec Mondoé. Il y a des gens, s'ils n'avaient pas été sur notre route, on n'aurait pas été ce que nous sommes, tu vois. Même si je citerai par exemple un monsieur comme Mr. P, de la radio Rap Time. C'est parce qu'il était là, il nous a permis de pouvoir nous rassembler autour de lui, autour d'une émission qui se passait tous les dimanches à la radio Énergie. C'est comme ça que le rap est né. Ensuite, il y a eu une dame comme Madame Bako qui nous a aidés financièrement à produire à investir pour qu'on produise nos premiers singles et tout. Il y a eu un monsieur comme Smoke qui a amené son studio, qui avait le matériel et tout. Moi, il y a eu même un monsieur comme Papus.
qui était en son temps directeur de Seydoni Productions. À qui on fait un big up. Voilà, Seydoni Productions, il a fallu qu'il croit en nous, qu'il accepte que Seydoni puisse nous distribuer, nous accompagner, nous signer, même investir dans la première tournée qu'on a faite. Pour qu'il y ait ce souffle-là et que les gens puissent voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc chaque personne est plus ou moins, comment on appelle, une brique dans la chaîne de ta vie, en fait. Donc on a plusieurs mentors qui, au final, nous permettent de devenir les hommes que nous sommes. On ne se fait pas tout seul. C'est ça, c'est ça. Donc aujourd'hui, Smarty est totalement dans cette lancée de rap conscient. Vous faites que du rap conscient. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que le rap conscient nourrit parfaitement son homme? Quand je le dis, c'est en rapport avec d'autres personnes, je ne citerai pas de noms, qui ne font pas forcément du rap conscient, mais qui arrivent quand même à remplir des stades, qui font vraiment des tournées et tout. Quand ils font sortir leur single ou leur album, il y a beaucoup, ça cartonne et tout. Et on voit qu'il y a beaucoup d'engouement vers ça. Est-ce que le rap conscient aussi a ce même effet-là? Ou est-ce que ça arrive parfaitement à nourrir son homme? Déjà, je ne fais pas que du rap conscient. Ok. Je ne sais pas ce que tu appelles rap conscient. Ça veut dire au travers de vos textes. Oui, c'est clair. J'écris des choses qui ont du sens. Ok. J'essaie d'écrire des choses qui ont du sens. Et après, oui, je pense que c'est un stéréotype, hein, on dit rap conscient et tout, et tout. On peut écrire des choses qui ont du sens, mais qui font danser les gens. C'est pas forcément quand... C'est pas parce qu'on dit... C'est pas parce que ça fait danser que on peut mettre une directive, quelque chose qui est censé, et faire bouger les gens. Après, c'est un choix. Et puis ce choix-là est part du début de notre carrière. Tu vois, je ne peux pas me comparer. Tu ne vas pas comparer les années 2000 ou 2001 à aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes influences. Ce par quoi on est passé pour atteindre l'environnement politique dans lequel on a grandi, comment c'était compliqué et tout, comment est-ce que dans notre entourage, est-ce que les choses étaient faciles? Non. Il n'y a rien qui était facile pour ces jeunes-là, à cette période-là. Un étudiant à cette période et un étudiant aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes réalités. Les chances et les facilités que les jeunes ont aujourd'hui, même s'il y a toujours des difficultés, ce n'est pas comparable à les difficultés d'il y a 20 ans. Donc, on a fait un rap qui était adapté à notre environnement, qui était adapté au discours du temps. Après, les choses ont évolué. Et il faut accepter l'évolution, parce que ça mue, il y a des changements. Il y avait YouTube. Il y a YouTube aujourd'hui, il n'y avait pas YouTube avant. Il y a Facebook aujourd'hui, il n'y avait pas Facebook avant. Donc tout ça, c'est des réalités. Après, quand tu es intelligent, pour pouvoir faire autant de temps dans la musique, c'est-à-dire plus de 20 ans, c'est que tu arrives quand même à vivre de ton art, à passer par les mailles du filet et à accepter que le monde est un monde qui change et que la musique évolue et qu'il y a plein de cases. C'est-à-dire dans ton armoire, tu peux mettre n'importe quel CD. C'est-à-dire il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est ma philosophie. Et on ne peut pas tous faire la même chose. Il y a des gens qui font de la musique religieuse, d'autres font de la musique juste dansante, d'autres font de la musique, mais en fait, il faut respecter chacun dans son domaine parce que c'est juste l'art. On n'est pas maître de ce que le public choisit, de ce que le public aime. La musique, ce n'est pas des maths. Tu vas avoir du rap conscient même qui va marcher plus que les choses qui font danser parce que ça va toucher le cœur et l'âme des gens. Donc il faut être juste vrai dans ce que tu fais. Il ne faut juste pas tricher. Alors, à quoi ressemble une journée chez Smarty quand vous vous levez? C'est quoi votre quotidien, par exemple? Non, quand je me lève, c'est essayer de voir déjà dans mes activités comment est-ce que ça avance. J'ai une marque de vêtements, essayer de voir comment est-ce que les commandes sont rentrées, est-ce que machin, tout ça. Prendre des nouvelles de l'actualité du monde. Au niveau de ma musique, je réfléchis à où est-ce que je suis, qu'est-ce qu'il y a à faire, machin, tout ça. Il y a toujours des choses à faire. Mais une journée, moi, mes journées, c'est un peu, en tout cas, c'est des journées agitées. Quand on me voit, on sent, vous bougez beaucoup. À chaque fois, je sens que je suis fatigué, en fait. Tout le temps, je suis fatigué. Mais c'est une fatigue positive. Donc, oui, ça bouge. Ça bouge vraiment. Moi, je ne pourrais pas te dire ma journée type, c'est ça. Mais en tout cas, ça bouge. Qu'est-ce qui vous booste quand vous vous réveillez chaque jour de votre lit? L'envie de mieux faire que la personne que j'étais hier. C'est ça. Parce que je t'ai dit au début de l'interview, je suis un éternel insatisfait. Je trouve toujours que
j'ai pas encore atteint le niveau que je vise en fait dans la musique. Je pense que jusqu'à là, c'est ça qui continue à me donner de l'énergie et qui fait que je tiens encore. Ok. D'accord. On va parler aussi d'un autre point. On vous voit souvent sur les réseaux sociaux, vous et Moussa Petit Sergent, qui vous titillez souvent. Je voudrais savoir un peu comment est-ce que ça a commencé, le titillement. Souvent, il fait un post, vous réagissez, ou bien vous faites un post, il réagit. Comment est-ce que tout ça a commencé? C'est une grande amitié et c'est pas calculé. Ça a commencé naturellement. Je ne saurais même pas te dire quand est-ce que ça a commencé. Mais c'est un gars c'est un petit frère avec qui je partage beaucoup de bons moments. Et puis on essaie de détendre l'atmosphère parce qu'on se dit que, bon, écoute, les choses sont tellement tendues quand même moi, c'est bon pour moi parce que les gens se disent, oui, il est trop sérieux dans ton univers. Il est en train d'écrire des chansons trop sérieuses et tout et tout. Ça permet de comprendre que peut-être derrière l'artiste, il y a aussi l'être humain, quelqu'un qui, je sais aussi m'amuser, je sais rigoler et tout. Et tout. Non, Moussa, c'est une grande amitié, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect aussi pour ce qu'il fait dans son domaine, il fait bouger les choses, il apporte des idées innovantes, il porte aussi, comment on appelle, une bonne génération au niveau de son métier. C'est un gars qui est hyper sympa, mais n'empêche que, voilà, vous titillez souvent. On se titille juste, il n'y a aucune animosité, et puis ça montre quand même que dans le milieu de l'art, oui, on peut s'aimer, oui, on peut partager beaucoup de choses. Non, voilà. Nous, quand même, on aime ce titillement-là, on suit, et souvent on en rigole aussi. Merci. Alors, je vais vous montrer une image, une vidéo de vous que vous avez faite et je vais vous demander votre avis là-dessus. Il y a un gros débat en ce moment sur la musique burkinabé. Et le questionnement, c'est pourquoi est-ce que la musique du Burkina n'arrive pas à être dans de grandes salles, à être internationale et tout et tout. Je vais aujourd'hui citer les responsables. En fait, en réalité, je pense que vous la connaissez très bien. Ok, donc ma question sera deux volets. D'abord, je voudrais m'intéresser à la musique burkinabé. Vous n'avez pas finalement donné votre avis. Est-ce que vous pouvez nous donner, selon vous, les raisons qui font que aujourd'hui la musique burkinabé ne s'exporte pas, ou je ne dirais pas ça, mais quand même a un mal à s'exporter internationalement parlant. Et après, on va revenir dans l'aspect photo ou vidéo. Il n'y a pas de raison parce que je pense qu'on est trop calculateur en fait. Et puis après, il faut connaître l'histoire de sa musique. Moi, je pense que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de la musique burkinabé. S'ils connaissaient l'histoire de la musique burkinabé, ils allaient avoir beaucoup d'humilité quand ils disent que la musique burkinabé ne s'exporte pas. Qu'est-ce qu'une musique qui s'exporte? On est là, on fait l'interview à Dakar. Oui. Est-ce qu'on est au Burkina? Non. Mais je peux donner peut-être une définition. Une musique qui s'exporte, c'est une musique qu'on attend beaucoup à l'international. Par exemple, quand on prend le cas des Nigérians, on voit que leur musique est beaucoup jouée au Burkina. Et est-ce qu'on se demande aussi, est-ce que nos musiques sont autant jouées aussi chez eux? Mais la question que vous devez poser, c'est comment est-ce qu'ils ont travaillé pour arriver là? Quelle est la politique culturelle même qui a été mise en place pour atteindre ce niveau? Et quelle est la responsabilité en fait du public? J'entends les gens dire, on ne peut pas forcer les gens à écouter la musique. Moi, je vous donne une anecdote simple. Quand on arrive avec Hélène, dans les années 2000-2001, à cette période, il y a un monsieur qu'on appelle Michel Somé-Bossofa, qui est en charge de la diffusion en fait des clips à la RTB. Et il va prendre une décision, il va dire qu'à partir d'un certain moment, lui, il décide que la musique burkinabé serait prioritaire à la télévision. Nous, on en a bénéficié. Et là, il n'était pas question de dire si la musique est bonne ou pas. Non. C'est toute musique burkinabé. Ça passait, parce que tu n'avais que ça. Et nous, on en a profité. Quand je dis on en a profité vraiment, parce que ça nous a fait de l'espace et de la place. En termes de promotion, en fait.
il y a la responsabilité de chacun. Comment est-ce que vous portez votre musique? Comment est-ce que vous la présentez? Sans préjugés, en fait. Ok. Après, on va dire que dans la musique, même moi je le dis, c'est pas des maths, c'est pas des calculs, c'est pas des trucs, mais il y a aussi un petit côté où on se dit, j'ai ma chose, je veux la porter, je veux la présenter. Est-ce que tu vois? Ouais. Après, quand je dis, il faut que les gens cherchent. Il y a des musiques qu'on n'entend pas, que vous n'entendez pas dans les radios, que vous n'entendez pas dans les télés, que vous ne verrez jamais, mais qui font beaucoup plus de chiffres et qui tournent beaucoup plus que ce que vous voyez à la télé. Parce que le monde ne s'arrête pas uniquement à ce que vous voyez dans les écrans. Parce que les écrans aussi, c'est le choix que fait la télé ou les industries de disques et tout, de présenter un truc. Mais même au Nigeria, il y a des artistes qui tournent, dont on n'a même pas idée, qu'on ne connaît pas. Une autre anecdote, je vais te dire ça. Je vais te dire que la musique, c'est beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses. Je vais prendre l'exemple de Sidiki Diabaté. Ok. Sidiki Diabaté, il était bon beatmaker. Il était avec Ibawan. Tu vois. Il a même fait un tour au Burkina avec... Exactement. En ce moment, il était très dans l'ombre. C'est pas qu'il essayait des choses, mais c'est pas qu'il n'avait pas qualitativement. Il avait toutes les qualités qu'il a aujourd'hui. Mais comme on dit, il n'arrivait pas à pull-up. Jusqu'au moment où arrive le sample de Booba sur son titre. Ok. Voilà le déclencheur de sa carrière. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Ok. C'est pourquoi je dis qu'il faut continuer à soutenir, en fait, votre art, en fait. Il faut continuer à aimer vos artistes. Il faut continuer à les mettre en avant. À les valoriser. À les valoriser. Parce que les Nigériens dont on parle aujourd'hui, il y a eu d'abord leur diaspora à l'international qui ont fait de gros shows. C'est ça. Avant que ce ne soit une réalité. La première fois qu'un Nigérien remplit le Madison Square Garden, c'est parce que la communauté a organisé un truc et ça a eu un impact franc. Victor Démé, tout le monde sait ce qu'il a fait. Le nombre de fois où Bila Kakora est sorti dans des scènes mais incroyables, on ne compte pas. C'était grâce à lui. Et tu as Alif Naba qui tourne pas mal. Tu as Flobi qui fait des choses pas mal, qui sort. Et vous aussi. Voilà. Non, c'est pour dire que on ne met pas assez en valeur les choses que vous considérez comme de petites choses. Les autres font souvent des petites choses, mais qu'ils multiplient par 20. Les stades, c'est pas nouveau au Burkina. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord, totalement. Le premier stade au Burkina, c'était en 2004. Mais c'est cette année qu'en Côte d'Ivoire, ils font des stades. Je ne parle pas d'Alpha Blondy, hein. Je parle de la nouvelle Pascal Alpha. La nouvelle génération. Mais ils ont fait des stades, ils ont l'impression que c'est... Tu vois. Mais Flobi, il a fait 2 fois le stade. Moi, j'ai fait un stade 2 fois avec mon groupe. Hamzi, il a fait un stade. Mine de rien. En réalité, donnez de la valeur à vos gens, en fait. Parce que personne ne viendra le faire à votre place. Moi, j'ai tenté une expérience à Maison de Disques. Et je peux te dire, tu comprends que si tu n'es pas connu dans ton pays, si ton pays ne te porte pas, quand tu montes, il va falloir que tu reviennes. Forcément. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. C'est comme pour le foot. Tu peux être titulaire dans ton club, mais quand tu n'es pas titulaire dans ton équipe nationale, ça joue forcément en club. C'est ça. Donc ça veut dire que vous êtes une base. Si vous ne portez pas, si vous ne soutenez pas, rien ne va se passer. Tout ce que vous voyez de l'autre côté que vous aimez bien, c'est parce que leur peuple porte ça. Donc l'international, c'est... Moi, je suis au Sénégal, je suis à l'international. J'ai joué, il y avait quand même un Sénégalais dans la salle hier. Oui. Hein? Dès qu'il y a un Sénégalais, donc c'est international. Ou bien, commandant? Il y en avait. Bah oui. Non, parce qu'on a tendance à... Et plusieurs même. On a tendance à dire qu'on joue devant la... Mais moi, je dis que si tu prends ton avion et que tu arrives ici à Dakar, je touche du bois, mais que tu perds la vie ici, on va dire quoi? Il est mort à l'international, il est mort à Dakar. Il n'est pas mort chez lui. Donc tu ne fais pas un concert à Dapoya, tu fais un concert à Dakar. À Dakar. Et pour que tu sois le choix même de ta communauté à Dakar, il faut que tu sois bon. Vous ne nous faites pas venir ici parce que
Voilà. Non. Quand même, c'est... Exactement. C'est qui Smarty. Donc, voilà. c'est un combat de l'on en linge. Il faut connaître son histoire. Il faut apprendre l'histoire de la musique burkinabé. Il faut savoir ce que les Georges Ouedraogo ont fait. Il faut savoir ce que les Amity Miri ont fait. Il faut savoir ce que les Nick Dombi ont fait. Il faut savoir ce que les Roger Wongo ont fait. Ils sont allés loin, ces gars-là. Il faut savoir qui est Black Soman. Il y a tellement de noms. Il faut savoir qui est Amity Meria. Donc, il faut connaître Balaké, qui a enregistré même 2 albums à New York. C'est incroyable. Il faut connaître Georges Ouedraogo, qui a écrit son pour Tcha Lamoda, qui a été avec Jimmy Hassen, qui a eu un impact incroyable sur la musique ivoirienne. Il faut connaître son histoire. Si vous ne connaissez pas vos histoires, vous allez vous minimiser. Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est incroyable ce que les anciens ont fait. Moi, je dis ça parce que nous, on est arrivé dans le métier, on a appris à respecter nos aînés. On ne les a jamais manqué de respect. On a essayé d'apprendre, de connaître notre histoire. C'est quoi l'histoire de la musique du Burkina? Parce qu'elle ne commence pas par toi. Ouais. Il a fallu que des gens se saignent pour que tu existes aujourd'hui. C'est ça. Et quand tu arrives et que tu foules d'un pied tout le fond, toutes les bases de ce fondement-là, tu es mal parti. Ouais. Donc, ce qu'on retient de là, il faudrait valoriser nos artistes et revenir aussi à la source pour apprendre. Donc, exactement. Si quelqu'un tourne, le public a une force incroyable. Les gens dehors, ils s'intéressent quand l'impact est fort. Quand l'impact est fort, même ce qui n'est pas bien, ils disent que c'est bien. Mais c'est ça la magie de la musique, en fait. Ça. Parce que même moi, je ne peux pas dire que telle musique n'est pas bien. Parce que c'est un langage peut-être que toi, tu ne comprends pas, mais il y a des gens qui aiment ça. Et comme je le dis, il y a une place pour tout le monde. Mais c'est à vous, par votre soutien, de donner quand même une place aux choses aussi qui viennent de chez vous. Ok. En tout cas, merci. Alors, là, on va passer à une autre étape. Juste des questions assez fun. Vous avez le choix entre 2 réponses sur certaines questions. Et voilà. Donc, la première question, c'est thé ou café? Vous préférez le thé ou le café? Thé. Irigra ou du thé? Avec l'âge que j'ai tôt. Le thé. Sinon, avant, vous n'aimez pas le thé? Riz gras, quand c'est gras, là, c'est toujours compliqué. Ok. Ancien rap ou nouvelle génération? Mélange les deux. Mélange. Ok. Si on vous enferme pendant 1 an avec une seule de vos chansons à écouter, lequel choisirez-vous? RAP. RAP. Pourquoi? Ça traduit, c'est un résumé de tout mon combat, toutes mes peines, toutes mes frustrations, toute mon envie d'aller de l'avant. Ok. Yeah. Alors, vous êtes plus TikTok ou Facebook? Facebook. Facebook. D'accord. Mais je sais que c'est pas une bonne qualité. Il faut que j'apprenne à être plus TikTok. TikTok. Ouais, parce que c'est le nouvel outil. Ouais. Pour faire beaucoup plus la promotion. Exactement. Je suis en train de changer ça. Ok. Pas de souci. En tout cas, je pense qu'on est à la fin de ce podcast. D'accord. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à toi. Donc, je vais conclure. Alors, merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Donc, on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, portez-vous bien.